L'univers est bien plus étrange qu'il n'y paraît à première vue. À la surface de Mars, on découvre des objets mystérieux, et dans l'espace profond, des sondes comme Voyager 1 captent des signaux inhabituels. Les lois de l'espace pourraient être bien plus complexes que les 3 dimensions connues. Mais derrière chaque énigme de ce genre se cache généralement une explication tout à fait réelle. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Suite attention, un objet artificiel a été découvert sur Mars. Qu'est-ce que c'est? Un message des extraterrestres? Ou un présage de l'apocalypse? C'est ainsi que sonneraient les titres des journaux chers aux conspirationnistes et témoins des reptiliens. Mais nous ne sommes pas comme eux. La chaîne Hubble cherche toujours à approfondir chaque phénomène ou événement en exposant divers points de vue et les résultats de recherches fiables. Ainsi, tout le monde sait qu'aucun représentant de l'humanité n'a jamais visité un autre corps céleste que la Lune. Mais l'empreinte terrestre est tout de même présente aussi bien à l'intérieur du système solaire qu'au-delà de ses frontières. Pendant qu'Elon Musk prépare une expédition habitée vers Mars, destinée à devenir une véritable sensation, de nombreuses sondes se sont installées sur la planète rouge au fil des années de recherches astronomiques et ne reviendront jamais sur Terre. On pourrait penser que toutes les agences spatiales sont au courant, mais parfois, en découvrant des fragments d'appareils, elles s'étonnent sincèrement de leur origine sur la surface morte de Mars. Un jour, dans l'une des zones de notre voisin poussiéreux, un objet artificiel a été repéré. Un cylindre brillant au soleil, se détachant parmi les amas de pierre. Comment ce fragment est-il apparu sur la planète rouge et quelles autres surprises nous attendent? En réalité, on peut sans exagération qualifier Mars de conditionnellement habitable car les traces de l'activité de notre civilisation sont de plus en plus souvent observées parmi ces collines rouillées. Actuellement, plusieurs sondes opérationnelles explorent la planète, tandis que les carcasses d'autres, hors service depuis longtemps, sont enfouies dans les sables martiens. Il est intéressant de noter que la masse totale de ces objets atteint actuellement environ 7 tonnes. Depuis 1971, 16 sondes terrestres ont visité la planète rouge avec plus ou moins de succès. Évidemment, elles ne pouvaient pas ne pas laisser leurs traces à la surface de Mars. Ainsi, l'apparition de ce mystérieux cylindre a également son importance. C'est probablement un carénage détaché de la sonde Viking 2 lors de son atterrissage. Reprenons depuis le début. L'appareil spatial mentionné a été envoyé sur Mars dans le cadre du programme américain Viking et a fonctionné sur la planète rouge pendant plus de 19 mois. La station était composée d'un module orbital et d'un module d'atterrissage, le premier étant tombé en panne 2 ans plus tôt. Lors de la descente le 3 septembre 1976, Viking 2 s'est débarrassé du lest selon la procédure habituelle et a déployé les parachutes de freinage afin d'effectuer un atterrissage en douceur dans la région de la plaine d'Utopia. C'est une région assez étrange d'un diamètre de 3300 km entièrement couverte de pierres de différentes tailles. Il n'y a pratiquement pas de cratères ici, et Utopia est située dans l'hémisphère nord de Mars. Apparemment, il s'agit d'un ancien cratère d'impact, tellement immense qu'il est difficile de l'identifier correctement. Comme le paysage ici est assez monotone et morne, il n'est pas surprenant qu'un petit cylindre, bien visible sur la photo envoyée sur Terre par la sonde, ait attiré l'attention des scientifiques. En fait, l'activité principale de Viking 2 consiste à prélever des échantillons de sol. À cette fin, un échantillonneur était utilisé, généralement recouvert d'un capuchon spécial lorsqu'il n'était pas en service. Mais dès que l'appareil a été prêt, le capot s'est automatiquement détaché, heurtant une pierre à proximité. Ainsi, la pièce est restée sur Mars, tout comme Viking 2 lui-même. Dans l'ensemble, la situation décrite est standard, car chaque engin spatial et ses parties structurelles reçoivent une résidence permanente sur les étendues désertiques de la planète rouge au moment de l'atterrissage. Bien sûr, un capot de 30 cm de long est une pièce bien trop minuscule pour être visible depuis un satellite. En revanche, l'appareil Spirit, qui a atterri sur Mars le 4 janvier 2004, peut tout à fait être observé. Aujourd'hui, la sonde est recouverte de sable bronzé et impénétrable dans le cratère Gusev. On pourrait facilement le confondre avec une simple pierre. Mais il fut un temps où l'appareil fonctionnait de manière très productive et a largement dépassé la durée d'activité prévue par l'agence. Spirit a fonctionné jusqu'en 2010, alors qu'on pensait qu'il ne tiendrait pas plus de 90 sols, soit 92,5 jours terrestres.
Le cratère Gusev est un endroit intéressant qui a peut-être autrefois été un lac. Mais Spirit ne voyageait pas seulement au fond de ce bassin d'eau hypothétique et ancien. Il a exploré tous les cratères et collines voisins selon ses capacités. Malheureusement, les tempêtes d'ici ont rapidement et considérablement réduit la capacité de production des panneaux solaires, mais a-t-il réussi à se rétablir ? Étonnamment, même sur Mars, le dicton « chasser le mal par le mal » fonctionne parfaitement. Les tourbillons de poussière, de petites tornades qui traversent périodiquement la surface de la planète ont aidé à nettoyer les batteries et ainsi prolonger la viabilité de la sonde Spirit. La dernière séance de communication avec le rover a eu lieu le 22 mars 2010. La mort de la sonde est probablement survenue en raison d'une panne des batteries, précédée également par son enlisement dans le sable martien. Spirit n'a jamais pu se libérer de ce piège infernal. Il se trouve toujours au fond d'une dune de sable, non loin d'une immense formation appelée Home Plate, ensevelie sous une épaisse couche de poussière. Quels autres engins spatiaux ont trouvé leur fin sur Mars ? Tout d'abord, il convient de prendre en compte les tentatives infructueuses d'atterrissage en douceur à la surface de la planète rouge qui ont été caractéristiques des sondes suivantes. Mars 2. Les débris se trouvent dans la région de Xanthera. De plus, il est devenu le premier objet artificiel à atteindre une planète du système solaire autre que la Terre. Mars 3. Ces restes, au fond du cratère Ptolémée, ont été découverts par le satellite Mars Orbiter. Le Mars 6 soviétique, laissant après sa chute un cratère de 4 mètres dans la mer Érythrée. Mars Polar Lander, ayant pénétré dans l'atmosphère de la planète rouge et disparu sans laisser de traces. La situation reste encore un mystère. Deep Space 2, ayant participé au programme de la NASA Nouveau Millénaire, s'est écrasé de façon fatale sur la planète rouge. Le Beagle 2 britannique, qui a atterri avec succès à la surface de Mars, n'a cependant jamais établi de contact. La sonde, presque intacte, n'a été découverte qu'après 12 ans, en 2015. Schiaparelli s'est écrasé sur la surface de la planète rouge en tombant d'une hauteur de 4 km. Mais ce n'est pas tout. Parmi les cratères et les montagnes de notre plus proche voisin, on peut trouver des engins spatiaux qui, pour diverses raisons, ont cessé leur travail fructueux. Le doyen parmi les sondes fut Opportunity, qui a atterri en 2004 dans le cratère Eagle sur le plateau de Meridiani. L'appareil a évité de nombreux cratères et survécu à plusieurs tempêtes de poussière, mais la dernière tornade planétaire, aussi grande que l'Amérique du Nord, qui a surpris le rover dans la vallée de Persévérance, lui a été fatale. On suppose qu'Opportunity a gelé, car les rayons du soleil n'atteignaient plus sa batterie à travers l'épaisse couche de poussière. Mais on peut encore voir sur Mars les traces de cette sonde remarquable. Vous pensez qu'il n'y a pas de vie sur la planète rouge ? Dans notre compréhension, non, mais le phénix d'acier est tout de même présent ici. Le rover martien a été lancé par la NASA en 2007 et un an plus tard, il a commencé à parcourir activement la surface de la région polaire de Mars. C'est le premier engin à avoir découvert de l'eau à la surface apparemment morte de notre voisin rocheux. Malheureusement, Phoenix est resté prisonnier des étreintes glaciales de l'Arctique martien, sans réussir, comme dans le conte, à renaître de ses cendres. Est-ce que tous les rovers martiens finissent soit en débris, soit gelés ou recouverts de poussière ? Bien sûr que non. Actuellement, 5 sondes fonctionnent activement à la surface de Mars, dont l'une effectue en ce moment ses premiers vols dans l'atmosphère de la planète rouge. D'ailleurs, sur la base des réalisations de ce drone martien innovant, un projet d'appareil pour explorer Titan, appelé Dragonfly, est en cours de développement. Si l'on regarde la carte de Mars ou la surface de la planète depuis les satellites, il devient évident que notre voisin poussiéreux n'est pas si seul que ça. Diverses sondes parcourent activement ces vallées, Curiosity, Insight, Perseverance, Ingenuity et Tianwen. Et certaines régions gardent jalousement les traces d'anciennes catastrophes. C'est pourquoi les futurs colons, qui peupleront bientôt la planète rouge, ne se sentiront pas seuls. Sans même nous en rendre compte, nous commençons déjà à coloniser Mars. J'aimerais commencer cet épisode par une phrase qui ouvre tous les contes de fées. Il y a bien longtemps, il y a 44 ans, cette histoire étonnante s'est produite. Tout irait bien, mais dans notre histoire, il n'y aura pas la moindre trace de magie, seulement des faits avérés et des événements réels. Ainsi,
En 1977, les Américains ont lancé un projet appelé Voyager 1. Dans le cadre de ce projet, 2 sondes portant le même nom ont été envoyées dans l'espace. Le scénario semble assez banal, mais les résultats de cette campagne ont dépassé toutes les attentes. Avez-vous déjà entendu les sons de l'espace ? Certains pourraient objecter que le vide est totalement silencieux, car les ondes sonores nécessitent des molécules pour transmettre les vibrations. Néanmoins, grâce à la conversion informatique, nous pouvons entendre les grondements sourds de Vénus, le hurlement monotone de Jupiter et la cacophonie pulsante de Mercure. Mais on peut dire que ce sont des voix locales. Et à quoi ressemble l'écho de l'espace profond ? Là-bas, seuls les Voyager et Pioneer y sont allés, mais on a perdu le contact avec eux depuis longtemps. Bientôt, vous entendrez les trilles effrayants de l'univers. Pour l'instant, nous allons résumer les étapes marquantes de la mission des 2 sondes encore en cours. Des engins très autonomes ont été conçus pour explorer les planètes externes du système solaire et à terme, envoyer les sondes au-delà de l'héliosphère. Lors de l'organisation de la mission, les erreurs passées ont été prises en compte. Par exemple, Pioneer 10 a cessé de répondre, probablement parce que sa source d'alimentation par radioisotope était épuisée. D'ailleurs, il est supposé que l'appareil se dirige actuellement vers Aldébaran et ce voyage devrait durer environ 2 millions d'années. La question de l'alimentation énergétique des sondes devait donc être particulièrement étudiée. Les ingénieurs ont équipé les 2 Voyager de générateurs thermoélectriques fonctionnant au plutonium-238 et de moteurs fusées, ainsi que de nombreux ordinateurs et autres équipements utiles, des spectromètres, des caméras, un complexe à plasma et ainsi de suite. Malgré quelques problèmes mineurs, les appareils ont exploré avec succès les planètes du système solaire externe et atteint l'espace interstellaire. Tout le monde sait que les frontières du domaine de notre étoile mère ne s'arrêtent pas juste après Neptune. Les Voyager, transportant à leur bord des plaques d'or avec les sons de la Terre, des éruptions volcaniques, le bruit du vent, les pleurs d'un enfant, avaient encore un très long et difficile voyage devant eux. Heureusement, les capacités techniques des 2 Voyager permettent de communiquer avec eux jusqu'en 2030. Quelle est la mission actuelle des sondes ? L'objectif principal des appareils est d'étudier la zone de transition entre le plasma présent dans le système solaire et la région de l'espace interstellaire. Les 2 appareils ont franchi, il y a quelques années, la première frontière séparant nos planètes de l'obscurité glaciale de l'espace, celle de l'onde de choc de l'héliosphère. Voyager 1 l'a fait en décembre 2004, tandis que Voyager 2 l'a fait en août 2007. La frontière de l'onde de choc est une zone située à l'intérieur de l'héliosphère. C'est ici que le vent solaire ralentit brusquement jusqu'à des vitesses subsoniques, car il entre en collision avec la matière interstellaire. Il convient de noter que pendant les 10 premiers milliards d'années, le vent solaire voyage à une vitesse d'environ 1 million de kilomètres par heure et seule la présence de particules cosmiques peut ralentir ce voyage fulgurant. Après cette étape mentionnée, les sondes devaient atteindre une autre frontière conditionnelle, l'héliopause, que, selon les scientifiques, elles n'auraient pas dû franchir 10 ans après avoir traversé la limite de l'onde de choc. Il est donc probable que l'événement ait déjà eu lieu. L'héliopause peut techniquement être comparée à un sas d'adaptation, où la pression est équilibrée lorsque les cosmonautes sortent dans l'espace. C'est précisément ici que les paramètres de vitesse du vent solaire et du milieu interstellaire atteignent des valeurs acceptables et qu'une assimilation partielle de la matière a également lieu. En fait, la nature de l'héliopause fait l'objet de débats depuis plusieurs années. À une époque, on pensait qu'elle se trouvait non loin de l'orbite de Jupiter. Mais Voyager 2 a dissipé ce mythe. Puisque personne ne savait où se trouvait cette frontière, les astronomes doutaient que la sonde la franchisse avant de cesser de fonctionner. Mais la rencontre a eu lieu plus tôt que prévu. Officiellement, Voyager 2 a franchi l'héliopause en 2018 et il s'est avéré qu'elle se trouve à une distance 120 fois supérieure à celle séparant la Terre du Soleil. Grâce aux mesures périodiquement envoyées par les 2 sondes, il a été possible de découvrir que l'héliosphère est assez élastique. Pendant les périodes d'activité solaire, elle se gonfle comme un ballon, puis revient à sa taille initiale. Quelle autre découverte Voyager 2 a-t-il faite ? En 2020, ces capteurs de plasma ont détecté une étrangeté inexpliquée. Plus la sonde s'éloigne du Soleil, plus la densité de l'espace interstellaire augmente.
Il est possible que les particules ralentissent brusquement à l'approche de l'héliopause et s'accumulent les unes sur les autres, comme une boule de neige. Il existe une autre théorie. Elle évoque la collision du champ magnétique interstellaire avec l'héliosphère, ce qui crée une sorte de corridor entre l'héliopause et le reste de l'espace. D'ailleurs, selon les mesures, le magnétisme interstellaire, bien qu'il soit 64 000 fois plus faible que celui de la Terre, Всего 7 микрогауссов. est tout de même capable d'exercer une certaine pression sur l'héliosphère. Quoi qu'il en soit, la question de la densité accrue de la matière reste ouverte. Les scientifiques doivent encore y trouver une réponse. Existe-t-il dans de telles conditions un risque de destruction des deux voyagers? Théoriquement, oui, car selon les hypothèses courantes, entre l'onde de choc d'étrave, le Rubicon symbolique lors du passage dans le vide absolu de l'espace, il existe encore une zone remplie d'hydrogène chaud. Les scientifiques l'appellent le mur d'hydrogène. L'onde de choc d'étrave hypothétique se trouve à une distance de 230 unités astronomiques du Soleil et les sondes Voyager devront encore la franchir. Beaucoup d'astronomes voient cette frontière imaginaire comme une invention. Mais revenons aux sondes Voyager. Où sont-elles actuellement? La première sonde a franchi les limites du milieu interstellaire dès 2012. Ces capteurs ont enregistré une augmentation du nombre de rayons galactiques, puis une forte diminution des particules du vent solaire. Ces données constituent une preuve convaincante que la sonde quitte enfin l'héliosphère. C'est précisément à cet endroit que l'appareil a enregistré un son étrange. Un bourdonnement monotone interrompu par un sifflement perçant. On ne comprend pas vraiment ce qui provoque ces gémissements lugubres, mais ils donnent assurément la chair de poule. Certains astronomes affirment que le sifflement aigu est probablement causé par des éruptions régulières sur le Soleil atteignant les confins de l'héliosphère. Tout cela, Voyager 1 l'a entendu par hasard, car le voyage de la sonde n'est pas encore terminé. Dans environ 40 000 ans, il passera près de la naine rouge Gliese 445 qui s'approche lentement du Soleil et continuera à errer éternellement dans notre galaxie. Et qu'en est-il de Voyager 2? Il voyage aussi dans l'obscurité de l'espace. Comme mentionné précédemment, il y a 14 ans, l'appareil a franchi avec succès l'onde de choc de l'héliosphère et a dépassé l'héliopause. Grâce aux données provenant de Voyager 2, il a été possible de prouver que l'héliosphère n'est pas une sphère parfaite. Au contraire, c'est un ovale aplati avec des frontières nord éloignées du Soleil. Des anomalies ont-elles été relevées dans les informations de l'appareil? Oui, il y a eu une incohérence. Les scientifiques s'attendaient à ce que la température à la frontière de l'onde de choc soit bien plus élevée qu'à l'intérieur de l'héliosphère, mais cela ne s'est pas produit. En fait, il faisait chaud, mais moins que prévu par les astronomes. La question est de savoir d'où viennent ces divergences et où est passée l'énergie excédentaire. Pour l'instant, tout cela reste sans réponse. Le deuxième Voyager se trouve actuellement à environ 20 milliards de kilomètres et se dirige résolument vers le nuage d'Oort, qu'il atteindra dans 3 siècles. Et pour traverser cette zone sphérique, il lui faudra au moins 30 000 ans. C'est vraiment dommage que nous ne le saurons jamais. La période de demi-vie du plutonium est de presque 90 ans. Le niveau d'énergie des appareils est déjà descendu à 40% ou moins. Les deux appareils, lancés à 1 mois d'intervalle, se trouvent de maintenant à des centaines d'unités astronomiques et ne comptent pas s'arrêter. Ils vont rencontrer des étoiles, des planètes errantes, des comètes solitaires et des groupes d'astéroïdes. Grâce aux sondes, nous savons maintenant à quoi ressemble le son du vide du macrocosme. Et nous avons empiriquement confirmé l'existence de l'héliosphère qui protège notre système planétaire des effets agressifs des rayons galactiques. Bonjour à tous les spectateurs de la chaîne Hubble depuis le monde tridimensionnel. Voulez-vous jeter un coup d'œil à la 4e dimension dès maintenant? Dans celle où la simple rotation d'un objet est perçue par le cerveau humain comme une catastrophe universelle? Pour ne pas perdre la raison lors de ce voyage infernal, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez le considérer comme un guide vidéo détaillé car survivre dans un monde en 4D sans préparation est très difficile. Nous n'envoyons pas nos astronautes dans l'espace mortel. Dans le cadre de ce voyage virtuel, nous visiterons successivement tous les mondes jusqu'au monde en 4 dimensions.
Vous n'avez pas changé d'avis? Alors écoutez et retenez bien. Au début, il y avait un point. Vous pensez à l'univers après le Big Bang? Laissez tomber les analogies et oubliez-les. Aujourd'hui, il ne sera pas question du mystérieux domaine de la singularité, mais des espaces géométriques. Un point isolé sur un plan est par définition de dimension nulle, car il n'a ni longueur, ni largeur, ni hauteur. Regardez-la de plus près. Et bienvenue dans l'espace numéro 0. Il faut constater un fait regrettable. Le monde zéro-dimensionnel est ennuyeux et monotone. Le mouvement y est impossible et l'horizon est limité. Quittons-le donc rapidement, tant que les neurones de notre cerveau sont encore actifs et capables de percevoir l'information. Nous en aurons besoin par la suite. Comment passer de l'espace zéro-dimensionnel à la 1D? C'est on ne peut plus simple. On prend un crayon et on trace une ligne droite à partir du point. Nous voilà dans une réalité unidimensionnelle car une ligne droite ne possède qu'un seul paramètre, la longueur. Malheureusement, le monde 1D est tout aussi terne et fade. Et ici, on ne peut se déplacer que vers l'avant et vers l'arrière le long de la droite tracée. Alors, avant de devenir une colonne de mercure sans but, essayons de quitter au plus vite ce désert unidimensionnel. Peut-être qu'un spectacle plus épique attend le voyageur dans l'espace 2D. Vérifions ça tout de suite. Le chemin jusqu'à lui n'est pas long. Formez simplement un rectangle avec les lignes déjà préparées. Nous avons maintenant accès à 2 paramètres, la longueur et la largeur. Sur cette base, on peut déjà construire quelque chose de valable. Rappelez-vous au moins les mondes relativement animés des jeux en pixels comme le déprimant Yumeniki ou le joyeux Super Mario. Si une personne se retrouvait dans l'une de ces réalités, elle s'y sentirait très mal à l'aise. Même en essayant d'ignorer ce bruit incessant et agaçant, nous ressentirions quand même des sensations étranges, surtout en regardant les objets de profil, car au lieu de créatures et d'objets, nous ne verrions que des segments unidimensionnels. Le monde plat ressemble précisément à cela, typique de la 2D. Notre réalité tridimensionnelle pourrait devenir bidimensionnelle si l'on aplatissait la Terre comme une boîte de conserve. Tant que cela n'est pas arrivé, partons vite d'ici. Pour se déplacer dans l'espace 3D habituel, il suffit de tracer des droites perpendiculaires au segment du plan. On obtient un parallélépipède qui, en plus de la longueur et de la largeur, possède une hauteur. Nous voilà chez nous. Après ces mondes inhospitaliers et étrangers, on n'a pas vraiment envie de quitter le sien, familier et natal. Mais le but de notre voyage était l'espace à 4 dimensions. C'est pourquoi nous continuons notre chemin. Commencez par réfléchir à ce qui nous permet de percevoir le monde en 3D. Il existe une particularité intéressante. L'œil humain est capable de percevoir des objets statiques ayant une longueur, une largeur et une hauteur uniquement en 2 dimensions. Regardez attentivement une image fixe sur l'écran de votre moniteur. Vous ne voyez que des projections 2D d'objets tridimensionnels. Si nous avions la capacité de percevoir notre environnement en 3D, nous remarquerions absolument tous les objets présents dans notre champ de vision. Pour expliquer ce phénomène, l'exemple suivant convient parfaitement. Imaginez une pièce où une boîte est derrière une commode. Si nous avions une vision en 3 dimensions, nous verrions à la fois la boîte et la commode en même temps. Mais cela est impossible. La vérité nous est révélée en observant le mouvement des objets dans l'espace. Eureka, il semble que nous vivions dans une réalité 3D. D'ailleurs, dans un espace bidimensionnel, il se passe la même chose avec les habitants. Tant que l'objet ne commence pas à bouger, ils le voient tout comme un objet en 1D. Par exemple, le parallélépipède que nous avons dessiné il y a peu pour revenir dans notre monde était inimaginable pour les habitants de la réalité 2D. Cela arrive car il est impossible d'imaginer ce dont les lois sont inconcevables. Le manque d'information empêche une personne de se représenter clairement l'espace appelé 4D. Les gens comprennent leur monde tridimensionnel seulement parce qu'il est tangible. D'autres vecteurs spatiaux pourraient exister autour de nous, mais notre conscience n'est pas faite pour les percevoir. Il faut comprendre que si nous ne sommes pas capables d'imaginer quelque chose, cela ne signifie pas que cela n'existe pas en principe.
Alors, est-il possible d'imaginer la 4e dimension sans consommer de drogue ? La géométrie en 4D est illustrée de la manière la plus claire par le Tesseract, une figure assez étrange, également appelée hypercube. C'est l'analogue du cube habituel, mais adapté à la 4e dimension. Construire une telle figure est simple, mais il faut d'abord préciser qu'un cube ordinaire peut exister partout. Il aura simplement une apparence différente selon l'endroit. Par exemple, dans l'espace 0D, il s'agit du point même dont il était question au début de la vidéo. Pour le transformer en cube unidimensionnel, il faut dessiner un autre point et les relier par une ligne. Pour le monde en 2D, il faut dupliquer ce que l'on a dessiné une fois de plus et encore une fois relier les points. Au final, on obtient un carré plat, qui est l'équivalent d'un cube habituel en version bidimensionnelle. Ensuite, avec les figures obtenues, il est facile de créer le petit cube connu depuis l'enfance. Il faut placer 2 carrés plats côte à côte et relier leurs sommets. Mais est-il possible sur la base de cet algorithme de former un Tesseract, un cube futuriste à 4 dimensions ? Le schéma n'est pas différent de celui utilisé dans les autres cas. On place 2 figures tridimensionnelles côte à côte, on relie leurs sommets et l'hypercube est prêt. Mais il y a un problème. Il est difficile pour le cerveau humain de percevoir cette figure complexe comme un cube. C'est pourquoi, en se rappelant que les humains ne peuvent voir les objets tridimensionnels qu'en mouvement, il faudra faire tourner un peu la figure obtenue. C'est là que commencent les effets psychédéliques qui vous font vous sentir comme un habitant primitif d'un monde en 2 dimensions. En fait, une simple rotation d'un hypercube autour de son axe dans notre réalité paraît complètement folle. La conscience humaine l'aperçoit non pas comme un mouvement, mais comme une déformation de l'objet. De plus, dans cette abomination géométrique en rotation, il était même difficile d'identifier un cube. Il est encore plus fascinant d'imaginer ce qui arriverait à une personne qui se retrouverait accidentellement dans un espace 4D tout en continuant à interagir avec le monde tridimensionnel. Un tel individu serait perçu par nous comme une substance divine incarnée. En effet, il pourrait traverser les murs, se téléporter, déplacer facilement des objets d'un monde à l'autre et même effectuer des interventions chirurgicales de manière non invasive, comme les fameux guérisseurs d'autrefois. Et maintenant, pour reprendre votre souffle, réfléchissez à ceci. Si un monde à 4 dimensions est déjà si difficile à comprendre, que dire alors des espaces avec un nombre infini de dimensions ? Si vous regardez cette vidéo, et encore plus si vous l'aimez, on peut supposer que l'intérêt pour les lois mystérieuses de l'univers occupe une place importante dans votre vie. Pour vous tester, résolvez un problème simple. Essayez de poursuivre les paroles du grand Stephen Hawking. Le début de la célèbre phrase est le suivant : « L'univers est infini ». L'auteur de la suite la plus intéressante de cet extrait recevra certainement un prix de notre chaîne. Partagez vos idées créatives en commentaire.